Important. Alors, c'était son attaque? Allez, je suis d'attaque. Allez, C'est bon, parti. attention, Action. action. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement ravie d'être à nouveau devant la caméra ce jour en compagnie d'une jeune femme extraordinaire que j'ai en grande affection. Et pour que vous puissiez appréhender un peu de quoi il retourne, nous nous sommes rencontrés, Caroline Aubréjac et moi-même, dans le cadre d'un marché de Noël où je tenais un stand et où je dédicaçais mes ouvrages. Et nous avons pris le temps d'échanger. Je crois que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette belle personne et il était presque inconcevable que l'on n'ait pas la chance de reprendre un peu de temps pour échanger toutes deux. Et puis, il se trouve que Caroline m'a fait un magnifique cadeau il y a quelques semaines de cela. Elle m'a offert cet ouvrage, son ouvrage, qui s'intitule L'envie de vivre ma force sans limite. Cet ouvrage, il m'a bouleversée, il m'a chamboulée, j'en ai eu un nœud au ventre, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à lire. Mais j'ai assez parlé, il me faut sans plus tarder offrir à Caroline, en espérant, Caroline, que tu vas bien, Oui, très bien. de Ravie d'être ici. ainsi heureuse. Eh bien, écoute, je vais t'offrir la parole et sans autre préambule, te demander si tu es d'accord de partager finalement ce petit morceau de ton histoire qui a fait la femme que tu es devenue aujourd'hui. Ok, ben merci de m'accueillir ici, Cindy. J'en suis ravie aussi. Donc, moi, je suis Caroline, j'ai 40 ans et je suis maman de deux garçons et mariée également. Ce que je suis venue partager ici, effectivement, comme tu l'as dit, et ce qui est écrit dans mon livre, c'est une véritable transition que j'ai vécue, un défi que j'ai dû surmonter, disons, un défi majeur qui est un défi d'une épreuve médicale, euh, alors que je venais de donner naissance à mon fils. Il n'avait que 5 jours lorsque ma vie s'est littéralement écroulée puisque j'ai été victime d'une septicémie foudroyante avec de graves complications, les plus graves qu'il peut y avoir sur une septicémie. Et j'ai donc été plongée dans un coma artificiel pendant 11 jours et avec un pronostic vital engagé pendant 72 heures. Donc, ma vie était accrochée à un fil, ou j'ai envie de dire plusieurs fils, puisque j'étais Oui. branchée de partout. Oui, une Voilà, jolie métaphore pour un contexte fort peu plaisant. c'est ça. Ok, et de tout ceci, là, tu en parles avec beaucoup de pudeur et de retenue, hein, parce que tu me fais un court résumé de cette situation très, très délicate à laquelle tu as été confrontée. Ça a été terriblement douloureux, hein, pour tes proches, pour ne Ouais. serait-ce que ton mari qui se retrouve l'heureux papa d'un tout petit bébé et qui ne sait pas s'il va revoir sa femme. C'est quand même assez terrifiant. Cette situation de maladie, elle a eu un impact physique. Est-ce que tu peux nous en Oui. parler? Oui, oui, tout à fait. Il y a eu un lourd impact physique puisque, bon, la première urgence, c'était ma vie, hein, vraiment, puisque mes organes s'arrêtaient les uns après les autres. Et en fait, une des conséquences lourdes que j'ai eues de cette infection, c'est que j'ai nécrosé de toutes les extrémités, en fait. Et donc ça, dès mon arrivée en déchocage, ils ont aperçu les marbrures que j'avais sur mes 4 membres. Et effectivement, à mon réveil, ben, donc à mon réveil du coma, on a constaté les séquelles ben, qui seront irréversibles, hein, Oui. et qui m'ont transformée à tout jamais, puisqu'effectivement, j'en suis ressortie. Alors, euh, j'ai par habitude de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et au départ, lorsque j'étais en réanimation, donc à mon réveil du coma, j'avais les 4 membres qui étaient violacés noirs. Donc c'est de très mauvais augure en général. Même sans avoir fait médecine, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Et au départ, on m'a parlé d'amputation des 4 membres, des 2 jambes et des 2 bras. Et par chance, je pense, j'étais sur l'hôpital public de Toulouse et j'ai eu un chirurgien qui m'a pris en charge, un jeune chirurgien, et je pense qu'il était plein de positivité lui aussi et d'optimisme. Et il a dit non, c'est pas possible en fait. Une jeune maman de 26 ans qui vient d'avoir son premier enfant, on ne peut pas, on peut pas l'amputer des 4 membres, on va tout tenter.
Et donc, il a tenté des choses et j'ai subi de lourds traitements par oxygénothérapie, sans rentrer dans le détail, mais qui Oui, m'ont permis quand même bah, de récupérer, de revasculariser, c'était un petit peu l'idée, hein, de revasculariser mes membres. Et aujourd'hui, je n'ai comme séquelles que des amputations partielles. Enfin, je suis amputée des deux avant-pieds et des doigts de la main, des amputations de doigts de la main, et j'ai de nombreuses greffes de peau sur les bras et les jambes. ok. Merci beaucoup pour ce partage parce que je suppose que c'est jamais simple d'en Mm. reparler, de replonger. Donc, je te prie de m'en excuser. Mm. Ça traduit tellement la femme combative et lumineuse que tu es. Donc, tu viens mettre des mots sur le pourquoi ton parcours m'a à ce point marqué. Comment est-ce que, Caroline, tes proches ont soutenu ton parcours et en quoi finalement leur présence a été déterminante dans ton chemin vers la résilience? Ben, c'est vrai que mes proches, ils ont eu un rôle essentiel, déjà pour mon fils, parce que moi, j'étais plus là, du coup, hospitalisée et dans des services très spécifiques et très pointus. Donc, il était hors de question, c'était pas la place d'un nourrisson dans ces services-là. Donc, c'est vrai que ma famille proche, mes parents, mes beaux-parents ont mis en place une véritable organisation en fait autour de nous, autour de mon fils, autour de mon mari, parce que lui aussi, comme tu l'as dit, il se retrouvait jeune papa pour la première fois avec un petit bébé, il savait pas trop. Et donc, si bien, il y a comme, enfin, c'est ce que je disais il y a pas longtemps, c'est comme un peu une véritable entreprise qui s'est mise en place, mais à une vitesse. Tout était organisé. Mes parents venaient 3 jours, mes beaux-parents prenaient la suite, mes amis venaient pour prendre le relais avec mon fils pendant que mon conjoint venait, ou inversement, quand j'ai changé de service, que mon fils pouvait venir. Enfin, il y a eu vraiment toute une organisation qui s'est mise en place afin que ni mon mari, ni mon fils, ni même moi, nous ayons ne serait-ce qu'un jour ou un moment seul. On n'a jamais été seuls. Et moi, ça a été de voir ça, ça a été une véritable source de motivation. C'était un moteur. Pour moi, c'était de la. Il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je leur montre que ça aille de mieux en mieux. Comme, alors, de la reconnaissance, ça peut être pris un peu de façon péjorative. C'est pas de la reconnaissance péjorative, mais ils ont tout fait pour nous. À moi de faire tout pour eux, en fait. Oui, oui. Et ça a été, et ça l'est toujours, hein. C'est un vrai moteur pour moi. On se rend compte hein, toujours de l'importance en développement personnel, hein, de l'entourage, de Mm. ce qu'ils peuvent apporter quand ils croient en nous, quand ils croient en ce que l'on peut être capable de donner pour se battre et d'aller de l'avant. C'est un formidable un témoignage, cet ouvrage, puisque vraiment, tu leur offres la part belle en juste retour de ce qu'ils t'ont apporté à toi, à ton mari et ton enfant. À quel moment est-ce que tu as finalement réalisé que ton histoire, elle pouvait aider d'autres personnes à puiser dans leurs propres ressources internes? Alors, j'en ai pris conscience assez tard. Aujourd'hui, avec le recul, en fait, je prends conscience que ça fait partie du cheminement et il est normal. Mais du coup, je me suis pas arrêtée à cette expérience-là. Oui. Comme je suis quelqu'un d'assez fataliste et optimiste, comme vous l'aurez tous compris, et que je pars du principe que la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit, j'ai eu un deuxième enfant que j'appelle aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, ma plus belle revanche sur la vie. Euh, Voilà, ce deuxième enfant, je l'ai voulu tout de suite, avant même que le premier arrive déjà. Et, euh, et je le voulais aussi pour que mon fils aîné ne vive pas seul le handicap de sa maman, qu'il puisse partager ça avec un frère ou une sœur. Et en fait, à la naissance de cet enfant, enfin, moi, c'était voilà une volonté vraiment profonde que j'avais. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, comme quoi c'était incroyable, comme quoi j'avais une force incroyable, un courage. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, je me suis dit, mais oui, finalement, cette expérience, elle n'est pas anodine, visiblement. Et il faut qu'elle serve. Il faut que je puisse m'en servir et il faut surtout j'avais à cœur de transmettre finalement toutes ces ressources que j'avais utilisées pour rebondir, pour me relever, pour renaître un petit peu hein, de mes cendres. oui. Et voilà. Alors, je ne savais pas trop encore à ce moment-là comment le faire, mais je me disais, non, je ne peux pas garder tout ça pour moi, en fait.
Et c'est tout à ton honneur. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, tu es devenu coach du coup. Voilà, un petit peu. Il y a un petit lien, effectivement. Il y a un petit lien, il se pourrait, il se pourrait. S'il est un mot qui est important à mes yeux, Caroline, tu le sais, c'est celui de l'audace, eu égard à ces podcasts, notamment qui s'intitule Les coulisses de l'audace et qui a pour vocation de mettre en lumière des personnalités qui sont parties de rien, mais qui ont cru en leurs rêves, qui ont rebondi coûte que coûte pour aller de l'avant. C'est aussi, tu le sais, la thématique même de ces romans que je propose à mes lecteurs. Mais quelle est pour toi ta propre définition finalement de l'audace? Ben pour moi, alors je vais faire référence à mon vécu. Pour moi, Oui, l'audace, c'est oser euh, entreprendre, mais quoi que ce soit, pas que dans le milieu professionnel, c'est oser entreprendre sans en connaître l'issue. ah, C'est oser prendre une direction sans connaître l'arrivée finalement, avec mais avec enfin avec comme guide profond, si je puis dire, cette mission qui nous anime. Alors ça demande aussi pas mal de confiance. Alors moi je mettrais pas forcément de la confiance en soi parce que durant des parcours, cette confiance, elle peut être un petit entaché. peu, voilà, mais je dirais une confiance en la vie. En fait, moi, ça a été quelque chose, j'ai entrepris plein de choses ma reconstruction où je ne savais pas et où personne trop savait parce que ça a été un petit peu, alors heureusement, hein, des cas comme moi, il y en a peu, voire pas du tout. Donc en fait, ça fait 14 ans, puis c'est encore un discours que j'entends, on ne sait pas, on va essayer, on va voir. Et pour moi, c'est ça l'audace, c'est de se dire, on va essayer, on va oser faire des choses, on va voir, on verra bien, on ne sait pas trop, on ne la connaît pas vraiment l'issue, mais on a confiance et on sait que ça va fonctionner. C'est vrai. C'est vrai, je crois que l'un des piliers fondamentaux finalement de l'optimisme, c'est de se dire qu'on ne sait pas si ça va Mm, marcher, mais on croit fondamentalement que ce que l'on est capable de mettre en place va faire que ça va marcher. Et mm, ça, c'est formidable parce que c'est ce qui va nous tirer vers le haut. C'est ce qui va nous permettre finalement, tu le disais, hein, ce mot, il est juste, il est avisé d'entreprendre. Et mm, ça s'arrête pas à la connotation professionnelle. C'est vraiment dans sa vie de tous les jours, pouvoir mettre un pied devant l'autre et se dire pourquoi pas moi, pourquoi ce serait impossible. mm, complètement. Et ça, t'en es l'exemple même. Je veux dire, tu t'es battu de façon assez folle, assez incroyable. Et aujourd'hui, tu es là et tu peux nous en parler. Et je suis très honorée de t'avoir en face de moi. Alors, ton parcours, clairement, Caroline, ben, c'est celui, je le crois, d'une renaissance. Et en tant que professionnelle, on le disait, tu es coach. Comment Mm. est-ce que tu intègres ton vécu ou ta philosophie de la résilience dans tes accompagnements? Ben, en fait, assez naturellement, du coup, dans mes accompagnements, j'incarne une posture modélisante et inspirante dans le sens, alors, c'est pas avec beaucoup d'humilité, hein, évidemment, mais c'est en fait, lors de mes accompagnements, j'ai à cœur que mes coachés, qui sont face à des défis tels qu'ils soient, hein, on parle pas de défis dramatiques ou de Oui, choses oui, oui. graves comme j'ai pu vivre, ils puissent s'identifier, ils puissent se dire, moi voilà, qu'ils puissent se dire, ah oui, mais je peux y arriver. Ça va être peut-être long, ça va peut-être être compliqué, voilà, mais je suis capable d'y arriver. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et en fait, pour ça, ce que je fais dans mes accompagnements, et c'est un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon de coach, ma couleur de coach, c'est vraiment que je vais leur proposer une autre grille de lecture. Je vais leur proposer un autre regard, une autre perspective sur leurs problématiques et l'objectif étant de les guider dans leur propre prise de recul. C'est en Mm, fait, j'utilise souvent cette métaphore en fait, comme si je les prenais et je les invitais à regarder leur situation et leurs problématiques et de se dire, ah ok, qu'est-ce qui se passe? Euh, et de comprendre un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Euh, quelle expérience je suis en train de vivre, oui. même si elle est douloureuse, pourquoi elle est douloureuse, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, etc. Et c'est vraiment dans cette grille de lecture-là, dans cette perspective-là que j'ai à cœur de les amener. Ok, c'est bien clair, c'est bien dit. Quelle pratique, finalement, ben,
quelle pratique ou rituel du quotidien est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour rester toujours câblé de façon positive et constructive? Alors, il y a une grande chose que j'ai appris suite de cette terrible épreuve, c'est l'autogratitude ou l'autocompassion et ou l'autocompassion. Oui, J'ai vraiment appris à aller me coucher en étant fière de ce que j'avais établi dans la journée, de ce que j'avais réalisé dans ma journée. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. J'ai appris à regarder par-dessus mon épaule, alors à court, moyen, long terme, hein, et de me dire, OK, putain, j'ai fait tout ça. Je suis partie de là. Et ça, c'est quelque chose, euh, je dis souvent à mon conjoint, arrête d'être dans le passé, etc. Mais c'est important de regarder le passé quand même et de se dire, OK, on est parti du point A, il n'était pas terrible, c'était pas très confortable, on n'était pas mais aujourd'hui, on a un point B et le chemin est magnifique. Et on a réalisé de superbes choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. Et je suis devenue une amoureuse inconditionnelle de la vie. Et alors, au-delà d'être amoureuse de la vie, je suis mais extrêmement reconnaissante oui. de la vie. Elle m'a laissé une deuxième chance. Donc aujourd'hui, je la savoure chaque jour, chaque heure, chaque minute. Mais c'est beau, c'est tellement, tellement important ce genre de message à transmettre. J'en suis très heureuse. Est-ce que tu aurais, à tout hasard, quelques lectures ou est-ce que tu as été confronté à des rencontres ou des expériences qui t'ont réellement marqué et qui continuent d'accompagner ton cheminement indépendamment de cette période extrêmement violente de ta Oui, vie? oui, oui, alors j'ai une lecture qui a été un peu le alors il est arrivé à un moment, c'était à ce moment-là et qui a marqué un comme un switch un peu notamment sur ma reconversion professionnelle, etc. Et c'est un livre que j'aime beaucoup de Raphaël Giordano. Ta deuxième Ouais, vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Hakeem. Et alors, je l'ai lu un peu après hein, les épreuves. C'est une amie qui me l'a offert au décès de mon papa. Et en fait, j'ai eu une énorme prise de conscience en lisant ce livre, en me Hmm. disant, c'est maintenant en fait. C'est maintenant que ça va commencer. Il y a eu l'avant, enfin, il y a eu le pendant, l'avant, la reconstruction, etc. Et là maintenant, à partir de maintenant, on va en faire quelque chose de tout ça. Donc ça fait partie d'un livre et que je relis assez, tu vois, je l'ai encore là, à côté de moi, Exact. il est toujours là. Et ensuite, alors ça, c'est une rencontre, c'est assez rigolo, il est toujours là, c'est un kiné que j'avais à l'hôpital, donc avant d'entrer en centre de rééducation. J'ai un kiné qui me suivait puisque j'ai été alitée très longtemps, donc il fallait quand même me mobiliser pas mal. Et avant que je parte en centre de rééducation, il vient me voir, c'était la veille, je crois, et il me dit, Caroline, je veux te voir debout. Je lui disais, mais je suis là, je peux pas. J'avais encore des pansements énormes au niveau des pieds, des soins, des traitements. Je m'étais pas encore relevée. Ça faisait 5 mois et demi que j'étais allongée. Je dis, mais je ne peux pas me lever. Mes pieds sont ultra douloureux. Il me dit, si, je veux te voir debout et tu vas pouvoir remarcher. Et je dis, mais c'est pas possible. Et là, il me raconte une anecdote de scientifiques anglais qui ont créé des lunettes à vision inversée pour une expérience, je ne sais plus laquelle. Et il me dit que ben, les personnes qui ont testé cette expérience ont mis très peu de temps avant de s'adapter et de revoir dans le bon sens. Et il me dit, en fait, le corps, il a des capacités, mais inimaginables d'adaptation. Et en fait, oui, tu n'as peut-être plus ton avant-pied, etc., mais tu pourras remarcher. Et en fait, ça, tu vois, c'est un peu une petite anecdote, mais c'est quelque chose, quand je suis face à quelque chose en me disant que j'y arriverai jamais, ben si, en fait, si j'y arriverai. C'est sûr que j'y arriverai. Je vais devoir m'adapter, ça va me demander des adaptations de temps, de rythme, etc., mais j'y arriverai. Voilà. Tu vois, c'est rare que je reste sans voix quand même. C'est très, très rare. J'ai tendance à rebondir assez facilement, mais en fait, c'est dit avec une telle conviction que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que là encore, c'est inspirant. Et ce bouquin que tu as écrit, ben, c'est un vrai gage d'espoir. Et quel message, en fait, est-ce que tu as envie de transmettre à toutes celles et ceux qui traversent là, maintenant, tout de suite, des moments difficiles?
Ben, vraiment, moi, le grand message d'espoir que j'ai envie de dire, c'est, alors il peut paraître un peu banal, un peu, mais c'est de jamais cesser d'y croire, en fait. Enfin, moi, j'ai vécu, alors bon, c'est détaillé dans mon livre, c'est écrit, j'ai toujours vécu avec un papa gravement malade, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je l'ai toujours connu comme ça. Et pour autant, j'ai appris avec cette expérience-là que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, Et même s'il est minime, mais on va aller chercher ce côté minime et on va en faire quelque chose. Une vie, on n'en a qu'une. Alors oui, elle n'est pas toute rose toujours. Oui, on rencontre des défis. Oui, on l'avait imaginée d'une certaine manière et puis finalement, elle prend un autre tournant. Mais elle est là, en fait. Elle est là, cette vie. Donc, voilà, c'est encore une fois de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et ben oui, on va prendre une autre direction pour aller vers là où on veut aller, c'est-à-dire évoluer, grandir, vieillir, avoir des enfants, etc. Comme tous, on a plus ou moins ce, ce chemin tracé, on oui. va dire. Et ben on s'était imaginé peut-être qu'on va faire A, B, C, ben peut-être qu'on va être obligé de faire A, D, E, V et revenir sur C. Mais c'est OK en fait, c'est OK. On va y arriver à notre objectif. Voilà. Et il faut y croire. C'est ce qui me plaît parce que là, je partage vraiment à 200% les convictions et la philosophie qui est la tienne. Souvent, on dit que les personnes optimistes ou audacieuses sont des personnes qui vivent un peu la tête dans les nuages, qui sont un petit peu utopistes ou qui sont même dans le monde des bisounours. Moi, je suis pas tout à fait convaincue de cette approche-là, voire je ne la valide pas du tout pour la bonne et simple raison que c'est un état d'esprit, c'est une conviction, c'est un entraînement de tous les jours, c'est une volonté de s'essayer à voir ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à ne pas voir systématiquement les petits points noirs qui pourraient apparaître sur le devant du tableau. Et j'en parle parce que c'est quelque chose qui faisait partie intégrante de mon quotidien à l'époque. J'étais très mal dans ma peau, j'ai vécu des choses difficiles et qui ont fait qu'à un moment donné, on se rend compte que quand des personnes qui nous sont proches sont arrachées à la vie, on prend acte dans le traumatisme que ça représente, que finalement, nous, on la critique, notre propre vie, mais on oublie qu'on est là, qu'on respire, qu'on vit, qu'on a des proches, qu'on a un toit, qu'on mange pour le coup à notre faim. Et ça, c'est assez formidable de se le rappeler. Mm. Et je crois que quand tout semble acquis, ce n'est pas forcément le cas. Quand je dis acquis, qu'on pense que les choses ne vont pas vraiment bien se dérouler, pas bien se finir. Non, il y a toujours cette petite once d'espoir, je le crois. Mm. Donc vraiment, Caroline, tu en es un bel exemple. Écoute, pour conclure, moi j'aimerais quand même te poser une dernière question pour nos abonnés, pour les auditeurs. Euh, Quels conseils pratiques, là, allez, donne-moi-en au moins deux qui peuvent permettre de rester dans ce câblage positif, indépendamment du fait d'avoir vécu des traumatismes, Oui, oui, tout à fait. juste déjà d'être plutôt positif. Alors, j'en ai deux, voire trois à partager. Allez, c'est cadeau, ils sont Euh, pour toi, les trois. Conseils pratiques. Pour moi, la première étape, c'est la prise de recul. C'est comprendre ce qui se passe, quelles sont les émotions qui, même si c'est désagréable, même si c'est un temps qui est inconfortable, il est essentiel. Ce temps d'introspection, il est essentiel pour pouvoir rebondir. Donc, premier conseil, prise de recul. Le deuxième conseil, c'est le fameux step by step, c'est avancer petit pas par petit pas et se fixer des objectifs atteignables. Hmm. C'est-à-dire que voilà, on ne veut pas révolutionner le monde en une journée. On y va petit à petit. Et ces petits pas, ces petites victoires, qu'est-ce qu'elles font? Elles renforcent la confiance en soi et elles permettent d'avancer et elles créent cette dynamique positive. Et enfin, le troisième, alors c'est pas vraiment un conseil, on va dire que c'est plus un état d'esprit que j'ai envie de dire que la résilience, et je vais reprendre un petit peu ce que tu disais, Cindy, tout à l'heure, ce n'est pas être invulnérable, hein. Enfin, moi, je suis je pense être quelqu'un de résiliente, pour autant, je suis pas d'invulnérable. C'est juste cette capacité à s'adapter. S'adapter avec du recul, avec des actions concrètes. Parce qu'en fait, on se rend compte que chaque difficulté qu'on rencontre, chaque expérience aussi douloureuse qu'elle soit qu'on rencontre, c'est un véritable tremplin. Et mais quelle magnifique conclusion. Il semble que l'on n'ait plus la connexion. Est-ce que tu m'entends, Caroline? Ah, ça y est, je te Ça y est, retrouve. c'est bon, tu es revenue. Est-ce que tu as entendu la fin Oui, ou oui, pas? oui, tu disais, tu disais que c'était un véritable tremplin et Tremplin.
Et je te disais, Voilà, mais quelle magnifique conclusion. Et puis en plus, je te remercie pour le clin d'œil, hein. Tu le sais, Cindy Trière, tremplin carrière. Donc le tremplin, c'est il quelque est chose là. qui est magnifique. Reste qu'il nous revient, je crois, soi-même de vouloir décider de prendre l'élan, de prendre Oui, l'impulsion. c'est ça. Et ça, j'aime beaucoup. Tes conseils sont plus que pratico-pratiques. J'aime beaucoup. Et quand tu parlais des petits pas, ça m'a fait écho à cette technique que j'appelle la technique des 4 P. Le plus petit pas possible, c'est réduire, Mm. subdiviser au maximum les objectifs que l'on se fixe, de sous-compartimenter de telle façon que les objectifs nous paraissent minimalistes, mais à tel point petit tout qu'ils ne nous font plus peur, qu'on se sent capable de les honorer. Exactement. Et puis finalement, ben, pour renforcer un état d'esprit positif, de se féliciter, tu le disais hein, en Mm. introduction, de s'auto-féliciter pour ce que l'on réalise, parce que quelque part, ça va nous tirer, je le crois, vers le haut. Complètement. Je Écoute, partage Caroline, complètement. est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire de particulier dans ton actualité ou ton quotidien ou un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Ben, moi, j'ai envie juste de vous transmettre de continuer et de croire en vous parce que vous avez tous, on a tous ces capacités-là, on a tous ces ressources-là en soi. Voilà, c'est des fois c'est pas, ça ne vient pas naturellement, des fois c'est un petit peu compliqué, des fois on a un petit peu besoin d'aide, etc. Mais faites-vous confiance, les ressources vous les avez, c'est évident. C'était une Mhm. magnifique conclusion. Caroline, je te remercie du fond du cœur pour ce temps que tu m'as alloué et que tu nous as alloué. J'espère que ce sera une jolie touche d'optimisme, un beau moment constructif. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très très bientôt. Je n'en doute pas de recroiser ta route. Ben, je te remercie en tout cas, Cindy, de m'avoir aussi autorisé ce moment-là et de m'avoir permis de transmettre, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un message d'espoir et si ça peut aider, j'ai à cœur que ça aide beaucoup de monde. Donc, merci pour ce temps-là. Avec plaisir. Prends soin de toi et à Oui, très toi aussi. bientôt. À très bientôt. Au Bye revoir. bye.